Europe 1, 7h moins le quart. Tout de suite, Europe 1 vous répond. Patrick Roger. Un début de réponse donc au mystère du Boeing 777 de la Malaysia Airlines. Le débris d'avion sur l'île de la Réunion provient bien du MH370. Les experts sont maintenant certains qu'il s'agit d'un bout de 777 et très certainement de cet appareil qui avait disparu des écrans radars en survolant l'océan Pacifique. Bonjour Xavier Titelman. Bonjour. Vous êtes ancien pilote, expert en sécurité. Comment ont-ils fait donc pour l'identifier Alors, en réalité, il y a peu de doutes et déjà, on avait une certitude sur l'appartenance de ce morceau au 777 manquant. Par contre, il manquait une preuve juridique. C'est ça que recherche le BEA et c'est pour ça qu'on n'a pas actuellement encore cette certitude à 100%. Euh, Tout simplement, certainement, peut-être on a étudié la peinture, peut-être que cette peinture correspond bien à la compagnie Malaysia Airlines, peut-être que ce n'est pas la seule compagnie qui utilise cette peinture. Donc, par contre, clairement, ça ne peut pas être un autre avion. Donc on a déjà cette confirmation-là. Oui, voilà cette confirmation et on va continuer de poursuivre les investigations, notamment sur ce débris et puis la valise. Alors, ce débris, en tout cas, on va continuer à étudier. Évidemment, on peut retrouver, grâce aux fameux microscopes à balayage électronique qui sont utilisés, on peut déterminer si ce morceau a subi un choc, quelle était l'intensité de ce choc, éventuellement quel était l'angle du choc, donc ça nous informera sur les derniers moments de l'avion et l'impact avec la mer. On va également faire des recherches chimiques. Est-ce qu'il y a des traces explosives? Est-ce qu'il y a des signes de combustion? A priori, ce qui pourrait être le plus intéressant et qui pourrait nous aider dans l'enquête pour rechercher la partie principale de l'avion, qui est quand même la plus intéressante, ce serait les coquillages. Et alors ça, je ne suis pas un expert de la vie marine, mais a priori, ces coquillages, certaines races de coquillages ne naissent que dans les eaux très froides du sud de l'océan Indien. Si sur ce débris, il y avait des coquillages spécifiques des eaux froides, ça voudrait dire qu'on pourrait réduire la zone de recherche au sud de la zone de recherche. Elle fait actuellement plus de 100 000 km², cette zone. Et on est avec des petits sous-marins qui font des zigzags au fond de la mer pour essayer de détecter un petit peu au hasard le débris principal. Si on pouvait diviser par deux cette zone de recherche, évidemment, on irait 2 fois plus vite dans la recherche des boîtes noires et de la réponse définitive. Oui, alors les autorités australiennes disent justement qu'elles sont à peu près certaines de chercher l'avion au bon endroit aujourd'hui. Alors aujourd'hui, de toute façon, ça fait plus d'un an qu'on a une quasi-certitude. On sait que l'avion a fini sa course au large de l'Australie. Le dernier ping, le dernier message technique qui a été envoyé par l'avion a bien été envoyé à 8h11 au large de l'Australie. On a une connaissance technique qui permet de nous le confirmer. Par contre, l'avion a pu continuer à voler pendant peut-être une demi-heure avant de se cracher et de toucher la mer. Sauf qu'un avion qui vole pendant une demi-heure, évidemment, ça représente des centaines de kilomètres. Donc on connaît le dernier ping, mais on ne connaît pas la position du crash. On sait que l'avion est tombé à cet endroit-là. On a cette évolution, le débris qui est arrivé à La Réunion nous confirme qu'on est bien dans la bonne zone de recherche, mais on a une incertitude qui est sur plusieurs centaines de milliers de kilomètres carrés. Mais alors, est-ce qu'on peut penser que l'avion a été détruit en vol, qu'il s'est désintégré? Alors, a priori, on a quand même la certitude qu'il a continué à voler au-delà de 8 heures du matin, ce qui fait un vol de 6-7 heures. C'est très long. L'avion a volé jusqu'au moment où il n'avait plus de carburant, en tout cas, c'est ce qu'on sait. Une explosion en vol, tout à la fin d'un vol, on sait que c'est un détournement. Il y a beaucoup d'éléments techniques qui nous confirment qu'on est sur une manœuvre volontaire de quelqu'un qui était aux commandes et qui savait ce qu'il était en train de faire. Le fait de faire des virages. Qu'est-ce qui nous fait penser à cela, justement Alors le fait de suivre notamment la frontière aérienne. Au moment du passage de la frontière aérienne, la personne aux commandes, enfin là c'est le commandant de bord, on en est sûr, dit au revoir à la zone qu'il est en train de quitter, la Malaisie, et n'entre pas en contact avec la zone suivante. Et dans cette minute, ce moment crucial, elle va déconnecter le transpondeur, qui est un système qui permet d'être détecté par les radars civils. Elle va aller dans les ordinateurs de bord pour aussi déconnecter un système de communication technique. Alors ça, c'est des connaissances, même un pilote n'est pas formé pour ça, c'est un boulot vraiment de technicien qui fait de la maintenance. Et la personne aux commandes, alors on ne sait pas qui c'est, va faire ce virage qui est vraiment précis parce qu'il va suivre la frontière aérienne et il va évoluer même en faisant des virages pour suivre la frontière aérienne. Si on veut devenir invisible, c'est exactement ça qu'il faut faire. Parce que les militaires de part et d'autre de la frontière ne vont pas se sentir agressés. Un militaire, il s'inquiète quand il y a un avion inconnu qui rentre chez lui. Mais un avion qui vole en plus très haut parce qu'il a changé d'altitude sur la frontière entre les deux zones, ça n'éveille pas de soupçons, ça n'élève pas d'alarme à ce moment-là. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'alerte instantanée. L'avion a continué sa route, il a suivi cette ligne aérienne, cette frontière aérienne, il a fait un virage vers le Grand Sud pour aller dans le vide. Et ces informations-là, on les a de manière déterminée, sûre, affirmée. Ça ressemble vraiment à un détournement, quoi. C'est un détournement. Encore une fois, on n'a pas de preuve légale, mais ça, a priori, ça peut rien être d'autre. C'est pas une dépressurisation qui vous fait faire des virages pour suivre une frontière aérienne.
Oui, d'autant que vous pouvez, s'il y a dépressurisation, vous pouvez en parler. Il peut y avoir un petit échange Bien dans sûr, ces conditions. c'est tout simple. Quand il y a une dépressurisation, et ça arrive quasiment plus jamais, l'avion descend, il va à une altitude où l'air extérieur est respirable, il y a des masques à oxygène, et un avion ne va pas continuer à faire des virages et s'éloigner de cette manière-là. Oui. Parmi les prochaines étapes, vous avez dit donc qu'il faut continuer ces recherches. C'est quand même très difficile parce qu'il y a une large zone. Est-ce que l'on a une chance encore de récupérer la boîte noire, les boîtes Bien noires? sûr. Oui. Si on se souvient du Rio Paris qui s'était crashé en 2009, dès le début, on avait retrouvé des débris et malgré tout, on avait quand même mis 2 ans avant de pouvoir récupérer le fuselage de l'avion et les boîtes noires qu'il contenait. Là, on est sur une zone de recherche qui est encore plus large, donc ça peut mettre des années et des années. Sur un coup de chance, on peut très bien retrouver le fuselage et la boîte noire la semaine prochaine. Oui, mais sans les boîtes noires, on aura du mal à savoir. Alors, sans les boîtes noires, on ne saura pas qui a pris les commandes et de quelle manière. Et encore, les boîtes noires n'enregistrent les éléments techniques, donc on sait si le pilote à gauche ou le pilote à droite, en gros, qui a manœuvré. On ne saura pas qui était aux commandes, tout simplement parce que ce qui nous intéresse, c'est le moment du passage de la frontière qui est tout au début du vol. Or, les boîtes noires n'enregistrent en gros que les 2 dernières heures du vol. Donc même si on retrouvait les boîtes noires, ça ne changerait pas le fait qu'il faut aussi trouver un corps dans le cockpit qui serait, lui, par contre, identifiable, et éventuellement savoir qui a détourné l'avion. Oui. Est-ce que vous pensez justement que les autorités malaisiennes nous cachent des choses? On l'a beaucoup dit ces derniers mois. Je pense Parce qu'ils que sont- vous êtes expert, donc pas spécialiste effectivement, pas enquêteur, mais Alors, je pense est-ce que qu'ils vous avez le sont sentiment? très mauvais en communication, malheureusement. Ils ont eu beaucoup de difficultés à être clairs. Ils donnaient des informations qui n'étaient pas consolidées, donc fausses. Euh, alors, par contre, tous les scénarios complotistes qu'on peut voir sur Internet, l'avion a été abattu par les Américains, c'est pas possible parce que dans ce cas-là, l'avion se serait rapproché de Diego Garcia et donc du satellite. Or, l'évolution du signal rend cette position impossible. L'avion n'a pas pu être détourné pour se poser sur une île secrète quelque part parce qu'on sait qu'il a continué à voler et à se déplacer jusqu'à 8h11 du matin. Donc il y a beaucoup de scénarios comme ça qui ont été imaginés, même des scénarios techniques, des incendies dans la soute. J'imagine mal un incendie prendre les commandes pour faire des virages et Oui. déconnecter certains systèmes. On sait qu'il y a certains systèmes qui ont été déconnectés et pas d'autres. Donc c'est encore une fois une action volontaire et manuelle. Donc malheureusement, les Malaisiens n'en savent pas plus que ce qu'ils savent, que ce qu'ils annoncent. Tout simplement, il y a eu des problèmes de communication qui étaient colossaux dès le début. Oui, et qui ont apporté un doute supplémentaire, Bien sûr. quoi, bien sûr. Surtout qu'il y a eu une recherche qui a changé de zone. Au début, on avait des informations qui nous donnaient des zones vers le nord. 8 jours plus tard, la société Inmarsat a réussi à faire des analyses très poussées qui ont permis de changer de zone. Et ce changement de zone aussi, 3 fois. Au début, c'était au large du Vietnam. Après, c'était entre la Thaïlande et l'Inde. Et ensuite, c'était tout au sud. Ça a été très mal compris par le public. Merci Xavier Titelman, Et je ne suis pas pilote. Non, expert en sécurité Et ancien aérienne aviateur militaire. et c'est pour ça. ancien aviateur militaire. Merci beaucoup Merci. à vous pour cet éclairage très très précis ce matin en direct sur Europe 1.